aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'avril et il est plus que temps que je vous tourne cette vidéo puisqu'au moment où je filme, et ben on est déjà mi-mai, voilà. Donc il est plus que temps que je vous parle de ce bilan d'avril qui est, excusez-moi si je me vante pour le coup, mais the best. Voilà, le mois d'avril c'est the best me concernant parce que je l'ai kiffé ce mois d'avril, j'ai adoré mes lectures, j'ai lu 5 romans et sur ces 5 romans, mais j'ai adoré mes 5 lectures, j'ai eu que du très bon et un énormissime coup de cœur. Donc le mois d'avril pour moi, il frôle l'excellence. Les seuls 2 petits minuscules points noirs qui tachent un petit peu le tableau, c'est que pour le coup, j'ai pas du tout lu de graphique alors que de base j'avais prévu d'en lire quand même un petit peu et finalement je n'ai absolument rien lu en termes de graphique et j'ai abandonné un roman dont je ne vais pas vous parler plus que ça puisque je l'ai abandonné au bout de 3 chapitres parce que malheureusement, arrivé au 3e chapitre, mon cerveau m'a spoilé toute seule, voilà, et j'ai deviné tout le livre. Du coup j'ai laissé tomber parce que ça servait à rien, ça me donnait plus du tout envie de le lire, j'ai feuilleté rapidement quelques pages et effectivement je m'étais vraiment spoilée, du coup je l'ai laissé tomber. Pour les curieux, il s'agit donc de Ma pire ennemie de Tara Jones que j'ai remis en vente sur Vinted si vous êtes curieux. Mais bon voilà, mis à part ces 2 minuscules points noirs au tableau, un mois d'avril excellent, vraiment un mois d'avril excellent, j'ai adoré mes lectures, j'ai vraiment eu que de bonnes lectures et ça ne m'était pas arrivé depuis mais belle lurette, pour tout vous avouer, avoir un mois aussi excellent, avoir de tellement bonnes lectures, vraiment best. Bref, du coup je ne m'attarde plus et je commence tout de suite. Je commence du coup par le roman que j'ai, on va dire, le moins aimé. Il y a encore, quand je dis le moins, je suis même pas trop sûre parce que j'ai adoré cette lecture malgré tout. J'ai vraiment, j'ai adoré. Il s'agit du premier tome de la duologie des 700 visages de M.K. Lob aux éditions de Saxus. Et franchement, mis à part certaines choses que j'ai vu venir, les clichés auxquels on n'échappe pas, vraiment adoré, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Donc ici on est dans la ville d'Ambrasia et dans cette ville il y a malheureusement une classe sociale qui est privilégiée par rapport aux autres puisque il arrive que des saints bénissent des personnes, des saints sans visage. On ne sait pas s'ils existent vraiment, s'ils sont vivants, morts ou pas, on ne sait pas, mais ils bénissent certaines personnes un petit peu au pif. Et ces personnes qui sont bénies par un saint particulier ont la capacité de faire des choses un petit peu particulières. Voilà, ils ont de la magie. Par exemple, certains sont capables de soigner, d'autres sont capables de lire les corps, d'autres sont encore capables de faire plein d'autres choses. Et à côté de ces gens qui sont bénis, il y a ceux qui ne sont pas bénis, donc la majorité de la population, qui sont malheureusement pauvres, traités comme des parias ou de la chair à canon, puisqu'ils sont en guerre avec un autre pays, et on les envoie là-bas aller faire la guerre. S'ils reviennent, tant mieux. S'ils ne reviennent pas, pas grave, juste dommages collatéraux, on enverra d'autres personnes. On va suivre du coup dans cette ville 2 personnages principaux qui sont Rose et Damian. Rose, elle, a été bénie par la sainte patience et donc elle est capable de modifier le métal et de créer des choses grâce à cette magie. Sauf que Rose, elle déteste son statut parce qu'elle ne supporte pas les 2 classes qu'on a, elle ne supporte pas le fait d'être bénie alors que des gens crèvent de faim à côté, surtout que malheureusement, eux, ses parents n'ont pas été bénis, donc ils ont vécu dans la pauvreté une grande partie de leur vie et elle-même, toute son enfance, elle l'a vécu dans la pauvreté. Et à côté, on suit Damian. Damian, lui, revient de la guerre. Il revient de la guerre, il souffre d'un stress post-traumatique absolument énormissime et il n'est pas béni par les saints, mais son père, lui, si, et en plus son père est haut placé dans l'armée et dans voilà, tout ce qui concerne la sécurité et arrive donc pardon, à le faire embaucher en tant que chef de la sécurité au Palazzo. Le Palazzo, c'est un petit peu l'endroit névralgique où se rejoignent un peu tous les bénis, où on prie les saints, tout ça. C'est un peu l'endroit névralgique. Et il s'avère que il y a des morts qui sont clairement dus à des assassinats. Et on va demander à Damian, on va exiger même à Damian, de régler cette affaire si on veut pas s'il veut pas qu'on le renvoie au front. Or Damian, lui, il est hors de question qu'il retourne au front. Il le dit, je préférais encore être mort que de retourner à la guerre. Et donc il va s'associer à Rose pour essayer de découvrir qui tue tous ces gens, puisqu'on tue des bénis et on tue aussi des pauvres.
Autant vous dire que la cohabitation entre Rose et Damien va être très compliquée puisque ces deux-là, en plus, se connaissent de leur enfance. Ils ont été très amis pendant des années. Malheureusement, depuis cette guerre et cette séparation qui a duré 3 ans, les relations sont très conflictuelles et je vous en dis pas plus. Vous découvrirez du coup dans le roman le pourquoi du comment. Sachez que j'ai adoré parce que j'ai trouvé que l'enquête était très bien faite. Alors effectivement, il y a des choses qu'on voit venir, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. L'enquête était très bien faite, très bien amenée. Je trouve qu'elle était assez subtile par certains côtés. Et j'ai également adoré la relation des personnages, j'ai adoré l'ambiance de l'univers, j'ai adoré l'intrigue qui se met en place. J'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre la romance, l'univers et l'intrigue. Et ça a été plutôt bien amené, plutôt bien fait. J'ai trouvé que les deux personnages étaient très bien faits. J'ai adoré cette relation qui, pour moi, sort un petit peu des sentiers battus dans le sens où Damien, c'est un personnage qui souffre énormément de stress post-traumatique. Il a vraiment un stress, mais énorme. Ça lui donne des crises d'angoisse absolument dingues. Et c'est quelqu'un qui est très carré, qui a été élevé d'une certaine façon et il ne déroge pas à la règle, il ne sort pas des clous, voilà, il ne sort pas, pour lui c'est juste impossible. Et à côté il y a Rose qui elle est complètement différente de lui et qui clairement a le dessus sur ce duo, elle a le dessus sur la relation, c'est un petit peu elle qui mène, si vous voulez, Damien, qui arrive littéralement à avoir le dessus sur lui et à le guider en fait, littéralement à le guider. Et j'ai trouvé que cette relation sortait un petit peu des sentiers battus. J'ai trouvé que même Rose, elle avait un côté un petit peu pas toujours très sain par rapport à Damien. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé la relation qui va évoluer. Tous les deux vont se remettre beaucoup en question, tous les deux vont grandir, évoluer, et j'ai trouvé ça mais tellement bien. Le seul point noir pour moi réellement dans ce roman, c'est que je trouve que l'univers manque quand même de développement et le système de magie également manque de développement. On voit très peu, tout ce qui concerne la magie, c'est très peu développé. Pour moi c'est le seul point noir, mais sinon franchement j'ai adoré. Je continue par encore une très bonne lecture avec le premier tome de la duologie des 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Si vous vous rappelez bien, celui-ci fait partie de mon challenge des premiers tomes à lire avant d'envisager d'acheter la suite. Je vous laisse deviner, oui, je vous le donne en mille, je me suis procuré la suite parce que, franchement, trop bien. Et pourtant, c'était mal barré au départ. Bref, du coup, rapidement le résumé. C'est une réécriture de conte, je ne sais plus trop quel conte, mais donc ici on est dans le royaume de Kiata où la magie est interdite depuis plusieurs siècles, pour une raison bien particulière que vous découvrirez dans le roman. Et on suit donc Shiori. Shiori est la dernière fille du roi, puisque lui et sa première épouse ont eu 7 enfants, 6 garçons et une fille. Étant la dernière née et étant l'unique fille de l'empereur, elle est choyée par le roi, elle est choyée par ses frères, elle est très aimée, elle est privilégiée. Déjà en tant que princesse, elle est privilégiée, mais étant l'unique princesse, et voilà, elle ressemble en plus à sa mère, donc évidemment, elle est très appréciée par la famille, sauf de sa belle-mère. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Shiori va très rapidement découvrir que sa belle-mère est capable de magie. Or, sa belle-mère ne veut pas que le peuple sache, et elle ne veut que personne ne sache. Elle va donc jeter un mauvais sort à ses 7 beaux enfants. Elle va transformer les fils en grues, et pour que Shiori ne dise rien à personne, va lui mettre un bol sur la tête pour pas qu'on la reconnaisse, et lui dire « Si jamais tu parles, tes frères mourront ». Et puis elle va exiler toute la fratrie très loin de Kiata. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Là j'ai résumé très grossièrement. Sincèrement, au départ c'était mal barré parce que j'avais l'impression que c'était trop jeunesse. Shiori est très immature au départ, mais vraiment très immature. Elle est très privilégiée, elle vit au palais royal, elle ne connaît rien du monde extérieur, elle est littéralement très choyée, gâtée par sa famille, donc vraiment c'est quelqu'un de très immature, qu'en plus on fiance un peu, voilà, mariage arrangé, elle est pas ok du tout, elle a pas envie de se marier, donc elle fait connerie sur connerie. Et voilà, ça se passe pas très bien, elle vit très mal le fait que ses frères grandissent, qu'ils n'ont plus les relations qu'ils avaient avant, elle le vit vraiment pas bien, elle aime ses frères, elle voudrait retrouver cette relation qu'ils avaient quand ils étaient tous encore très jeunes.
et malheureusement ils n'ont plus cette relation. Donc au départ, Shiori est particulièrement immature. Le fait est qu'elle va grandir avec l'aventure qui va lui arriver, elle va vite grandir, elle va prendre en maturité, elle va prendre aussi en confiance en elle, elle va prendre du recul et on va la voir devenir vraiment une jeune femme et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Shiori, elle se laisse pas abattre. Shiori, malgré tout ce qui va lui arriver, elle est déterminée, elle a envie de libérer ses frères, elle est prête à tout, prête à se sacrifier elle-même pour libérer ses frères, pour libérer le royaume. Et j'ai adoré le personnage de Shiori parce qu'elle va avoir une vraie belle évolution. J'ai adoré les relations entre elle et ses frères. C'est vraiment une vraie relation fraternelle. Et moi, je parle en connaissance de cause, ayant un frère, hein, voilà. Nous, les familles avec frères et sœurs, on se sait, voilà. Et j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'aventure, c'est très bien fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont ultra attachants, sont ultra intéressants. Elle va rencontrer un autre personnage que j'ai trouvé, mais tout le monde voudrait épouser ce personnage-là, voilà, tout le monde voudrait l'épouser. Je l'ai trouvé, mais il était parfait, le personnage masculin, il était génial. Sincèrement, je l'ai trouvé absolument parfait. J'ai adoré vraiment l'univers qui se développe petit à petit. La relation amoureuse ne va pas prendre le pas sur l'aventure. Il y a un vrai équilibre, il y a un vrai univers bien développé, même si ça reste encore assez jeunesse. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien amené, avec une belle aventure, un beau world building, des personnages qui vraiment évoluent dans le bon sens, pour moi en tout cas, moi je trouve qu'ils évoluent vraiment dans le bon sens. C'était une super bonne lecture, je vais pas faire tarder le tome 2 parce que trop bien. Je continue par une autre pépitas, avec le tome 1 de la duologie de Langranchetan de Ned Pfeffer aux éditions Hachette Roman. Quand je vous disais que le mois d'avril avait été excellent, voilà, encore une pépite. Ici, on est donc dans le pays de Graen et on y suit Sophie. Sophie est une jeune femme qui est chronolangue. Elle a donc la capacité de parler avec les Oranimas. Les Oranimas, ce sont des horloges qu'on a rendues vivantes, que certaines personnes ont la capacité d'animer. Sophie, elle, a repris le travail et la boutique de son père, puisque celui-ci est malheureusement décédé peu de temps avant, il n'a pas fini de la former, mais voilà, elle a repris du coup la boutique de son père et elle continue de travailler au Palais Royal à la place de son père, qui était donc d'entretenir les Oranimas du palais qui ont été placés là pour surveiller le palais et s'assurer qu'il n'y ait pas de complot, de tentative de meurtre, tout ça, tout ça. En travaillant au palais, elle va un jour rencontrer le prince qui va lui demander de réparer une horloge et il va lui proposer quelque chose en échange que Sophie va être incapable de refuser. Peut-être aurait-elle dû réfléchir, ou peut-être pas, c'est selon, vu l'aventure qui va lui arriver. Alors déjà d'une, la plume est très belle, je trouve que c'est une très jolie plume. C'est une plume en plus qui est extrêmement facile, c'est pas compliqué à comprendre, c'est une plume extrêmement fluide, ça se lit tout seul, il n'y a rien de compliqué, déjà rien que la plume, voilà, j'ai adoré la plume. J'ai adoré Sophie. Sophie, c'est un personnage ultra attachant. Elle est touchante, je trouve. C'est quelqu'un... Sincèrement, si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être même pris la même décision qu'elle, parce que il lui arrive des choses et c'est vraiment dur pour elle. Elle est jeune dans l'histoire. Elle doit avoir entre 17 et 18 ans, tout au plus. Vraiment tout au plus. Et c'est compliqué à cet âge-là, vu ce qui lui est arrivé. Je pense que j'aurais fait pareil. Sincèrement, je pense que j'aurais pris la même décision qu'elle, parce que même actuellement, vraiment, j'aurais pris la même décision qu'elle, je pense. C'est irréfléchi, immature, mais on peut la comprendre. Ensuite, on va avoir deux personnages hyper intrigants qui vont se mêler à l'intrigue. J'ai trouvé ces deux personnages, mais je les ai adorés parce que vraiment il y a un lien entre eux, il y a une histoire, il y a un développement qui sont hyper mystérieux, hyper intrigants, hyper intéressants, je trouve, hyper bien amenés, et je crois que je les ai presque préférés à Sophie de par leur traitement.
Ensuite, on a une aventure où on n'a pas de temps mort. C'est vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a quelques petites pauses qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur Sophie, les autres personnages, l'intrigue. Mais mis à part ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On découvre vraiment un univers qui est hyper intéressant. Et c'est là où, pour moi, il y a vraiment un manque. C'est que l'univers n'est pas très développé. J'aurais aimé que l'univers soit un petit peu plus dense. Mais dans l'ensemble, malgré tout, ça reste une pépitasse, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est très bien amené, les personnages sont hyper intéressants, l'intrigue est très bien faite, très bien amenée, avec un rythme hyper bien fait. Vraiment, j'ai adoré et j'étais pas loin du coup de cœur, mais vraiment pas loin. Il me manquait un tout petit truc pour que ce soit un coup de cœur. Peut-être qu'avec le tome 2 ce sera un coup de cœur, je ne sais pas. Mais c'était trop bien. Et je termine par le coup de cœur du mois d'avril et pour le moment le coup de cœur de l'année avec la duologie complète de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein aux éditions Pocket. Puisque j'ai lu le tome 1, j'ai direct enchaîné avec le tome 2. Je voulais trop lire la fin, je voulais trop continuer tellement j'ai kiffé. C'était trop bien. J'étais en train de lire le premier tome. Et arrivé à la moitié du premier tome, je me suis dit c'est pas possible, je vais acheter le tome 2. J'ai acheté le tome 2 et dès que j'ai terminé le tome 1, j'ai enchaîné du coup avec le tome 2. Et pourtant au départ, j'étais pas rassurée. Ce qu'il faut savoir me concernant, c'est qu'Aurélie Wellenstein, c'était une autrice qui me faisait extrêmement peur. C'est une autrice qui, pour ses romans adultes, est quand même réputée pour avoir des univers difficiles, des univers très durs, des ambiances souvent assez sombres, assez dures, assez glaçantes, et pour ne pas du tout épargner ses personnages. Et moi ça me rassurait pas. Ça me rassurait pas parce que moi je suis un petit peu sensible sur les bords, et quand c'est trop dur, quand les personnages souffrent et qu'en plus ça se termine pas bien pour eux, en général ça me plaît pas. Voilà, en général ça ne me plaît pas et du coup j'évite. Sauf que ça faisait quand même un moment que j'avais envie de la découvrir. Et du coup, je me suis dit, allez, tiens, t'as cette duologie qui sort en poche, c'est peut-être l'occasion ou jamais de te lancer dans cette lecture. Et du coup, j'ai commencé mais j'ai été littéralement embarquée dans cette intrigue. Donc ici, on est dans le pays de Congal, qui depuis 50 ans vit vraiment des heures extrêmement sombres, puisqu'il y a beaucoup de maladies, il y a l'Inquisition qui essaie d'arrêter tous ceux qui sont un petit peu différents. Il y a des envahisseurs tels que des loups-garous, des tarantas qui en gros sont piqués par des araignées et deviennent des tarantas, donc sorcellerie, tout ça. Et dans cet univers extrêmement sombre, extrêmement gris, extrêmement morne et dangereux, on va y rencontrer donc 3 personnages qui sont Sullivan, Erin et Cillian, qui ne se connaissent ni l'Adam ni l'Ève, qui ne se sont jamais rencontrés et qui fuient l'Inquisition, puisqu'il s'avère que Cillian est pourchassé pour loup-garou, pour être un métamorphe, parce qu'apparemment il est possédé par l'esprit du loup. Erin, elle, est accusée de sorcellerie et Sullivan est un ancien inquisiteur, voilà, il est un ancien inquisiteur qui est persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Et attention, le cerf, c'est pas juste le cerf avec des bois tout à fait normal, non, le cerf est très particulier. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc tous les 3 étant poursuivis par l'Inquisition vont à un moment se retrouver et essayer de survivre tous les 3 à l'Inquisition et essayer, entre guillemets, chacun de trouver une solution à leurs problèmes en s'aidant mutuellement. Le premier tome peut être un peu long à démarrer puisque l'autrice va quand même prendre le temps de poser son univers, de poser l'intrigue et de poser les personnages. Donc elle va prendre son temps, ce qui va nous permettre de nous attacher assez vite aux personnages. Et sincèrement, à partir du moment où ils se rencontrent, moi je les ai plus lâchés. Vraiment, je les ai aimés d'un bout à l'autre. Ces 3-là, dans l'adversité, vont créer une relation mais d'une beauté. J'ai vraiment tellement aimé la relation qui va se créer entre ces 3 personnages. Malgré tout ce qui va leur arriver, malgré les choses douloureuses, malgré le mal qui leur tombe dessus, ils vont vraiment créer quelque chose de beau. Et
vont avoir des moments de paix et des moments de joie entrecoupés de choses absolument horribles, hein, clairement. L'univers, il est, voilà, âme sensible, s'abstenir parce qu'il y a des choses qui se passent, ça tranche dans le vif. Voilà, ça tranche dans le vif. Le premier tome, je l'ai bouffé, je l'ai aimé, mais l'ambiance, la plume, les personnages, tout, j'ai tout aimé. Arrivé à la fin du premier tome, je me suis dit, allez hop, t'enchaînes avec le deuxième tome. Il y a alors là, renversement de situation, l'autrice m'a surprise de bout en bout, et je m'attendais pas à ça. On va avoir une bonne partie du roman où le point de vue, c'est les antagonistes du premier tome. Il y a alors là, changement de perspective, changement de regard, et on va se rendre compte que les méchants, c'est pas juste des méchants, voilà, ils sont gris, voilà, ce sont des personnages gris. Attention, là les soi-disant gentils sont aussi gris, hein, voilà, en fait c'est vis-à-vis de ce qui leur arrive, ils agissent vis-à-vis de ce qui leur arrive. Voilà, les décisions qu'ils prennent, c'est pas des décisions juste parce que c'est bien ou mal, c'est en fait c'est par rapport à la situation, ils prennent des décisions mais dans l'urgence, et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a énormément de gris, et du coup, là, avec les antagonistes du premier tome, on va avoir un univers plus large, on va avoir un regard plus large, mais vraiment à 180 degrés, on va avoir tous les points de vue, ce qui va nous mettre en perspective et nous retourner le cerveau. Sincèrement, moi j'ai kiffé. L'intrigue, je pense que l'intrigue était très bien faite, très bien amenée, mais moi, ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est pas spécifiquement l'intrigue, c'est vraiment l'univers et les personnages, les relations qui se créent, qui se défont, les personnages ont tous un passif, les développements, vraiment, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, c'est un univers extrêmement dense et pourtant fluide, bien amené, facile à comprendre, des personnages qui sont complexes mais qui sont ultra attachants, ultra touchants, que j'ai adoré. J'ai énormissime coup de cœur. Alors, peut-être que pour d'autres qui ont déjà lu du Aurélie Wellenstein, c'est pas le meilleur, mais moi c'est mon premier Aurélie Wellenstein et je m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment gros coup de cœur pour moi, j'ai adoré, mais vraiment, je pense que je le relirai et ça fera certainement partie des romans que j'aimerais relire comme si je les lisais pour la première fois. Lisez-le. Conseillez au-dessus de 18 ans quand même, hein, parce que un univers assez dur, mais gros coup de cœur. Et voilà, j'en ai du coup terminé avec ce bilan que j'ai kiffé, voilà. Je le redis, mais j'ai adoré ces lectures. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non. Je suis hyper curieuse là pour le coup de savoir si vous avez aimé autant que moi ou pas du tout. Est-ce que vous auriez aimé avoir dans certains des romans? N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez la flemme avec les longs comme les emojis, et ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé regarder la vidéo, les petits pouces bleus également. Abonnez-vous aussi si l'envie vous en vient. À me suivre aussi comme toujours sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.